Je me suis jamais sentie aussi à ma place dans tous les moments de ma vie qu'aujourd'hui. Quand j'étais salariée, on me disait que j'étais une rebelle. Je rentrais pas dans les cases. Là, en fait, dans l'entrepreneuriat, être rebelle, c'est normal. Certains assureurs n'ont pas pris en charge une problématique. C'était un conducteur épileptique qui a fait une crise d'épilepsie. L'épilepsie n'était pas déclarée. Au moment de l'assurance, la personne ne sera pas prise en charge. J'ai rencontré un ancien ministre qui m'a dit c'est du racket organisé. Et c'est exactement ça. Les lignes sont tellement incompréhensibles que la majorité des gens signent en se disant ok, c'est bon, je suis assuré. C'est ça. Est-ce qu'on peut le faire différemment en disant on se lance, test and learn et on voit combien ça coûte. Je me suis retrouvée devant un mur. On m'a dit non, mais en fait, les contrats seront pas globalement rentables. C'est comme ça qu'on s'est dit on va faire différemment. On va être le Google des assurances pour les malades chroniques. Et donc, vous nous dites quelle est l'assurance que vous cherchez, quelles sont les pathologies et on va vous trouver aujourd'hui sur le marché le produit qui est fait pour vous. Depuis qu'elle est petite, son père lui répète « Arrête de vouloir sauver le monde ». Mais Axel Ayad n'a jamais su faire autrement. À 23 ans, son corps lui a rappelé que la vie pouvait basculer, 5 maladies chroniques, 5 raisons de s'arrêter, et une seule de continuer, aider les autres à ne plus jamais se sentir seule. Alors en 2018, elle crée Mapato. Pas une appli à la mode, une mission, aider les malades chroniques à trouver les bons médecins, les bons spécialistes, les bonnes ressources. Parce qu'en France, il y a plus de 20 millions de personnes atteintes de maladies chroniques et trop peu de solutions pour les accompagner. Mapato devient très vite une référence, plus de 120 000 utilisateurs, 60 associations partenaires, et la première plateforme à être référencée dans Mon Espace Santé. Tout ça naît de l'expérience d'une patiente devenue entrepreneur. Mais Axel, ce n'est pas juste une success story. C'est une fille de la banlieue de Rouen, d'un milieu ouvrier, qui a dû tout apprendre, tout coder, tout construire par elle-même. C'est une battante qui a appris à transformer la douleur en projet, et le projet en espoir. Et quand elle aurait pu s'arrêter là, elle a décidé de recommencer. Avec Prosper & Co, la première assurance pensée pour les personnes atteintes de maladies chroniques et leurs proches. Parce que quand le système exclut, elle invente des passerelles, parce que quand les portes se ferment, elle en crée d'autres, et parce que la santé, pour elle, ne devrait jamais être une question de chance. Ce qui est fou, c'est qu'à côté de tout ça, Axel trouve encore le temps d'aider les autres startups santé, les autres fondateurs, juste parce qu'elle croit que quand on a compris la douleur, on a la responsabilité de le transformer en entraide. Aujourd'hui sur Serial, on va parler de santé, d'inégalité, de tech, mais aussi de courage, du vrai, celui qu'on ne montre pas toujours sur LinkedIn. Bienvenue Axel, je suis très heureux de te retrouver sur Serial. Je vais pleurer. Bonjour François. Bonjour Axel, je suis très heureux de te retrouver. C'est pas la première fois que tu passes sur Serial. C'est vrai. Tu fais partie des très rares invités que j'invite une seconde fois, puisque je crois qu'il y a dû avoir 4 ou 5 personnes qui sont passées une deuxième fois sur le podcast. Ok. T'es passé en mars 2022, donc à l'époque, t'étais l'épisode 62 du podcast. Ok. Aujourd'hui, on est à plus de 185. Ouais. Donc, on a bien avancé aussi de notre côté. Et donc, sur cet épisode, évidemment, on va parler de Prosper & Co, puisque le premier podcast était vraiment axé sur ton parcours, axé sur Mapato, axé sur tes livres aussi que tu as sortis. Et la première question que j'ai envie de savoir, c'est comment c'est né l'idée de Prosper & Co. Je sais que c'est une idée qui remonte à un certain nombre d'années, peut-être même avant Mapato. Ouais, exactement. En fait, Prosper & Co est né avant Mapato parce que j'ai écrit des livres, comme tu l'as dit. J'étais invitée à un gala d'assureurs. Le truc hyper boring. Et en fait, je devais être là pour présenter Mapato et mes livres. Enfin, en tout cas, le prémisse de Mapato, c'était en 2019. Donc, on était au tout début. Et pendant ce dîner, j'étais à côté d'une personne à qui j'ai dit, mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, mais obtenir une assurance pour un malade chronique, c'est pire que de remplir sa feuille d'impôt. Parce qu'au moins, quand on remplit sa feuille d'impôt, on a le montant à la fin. Donc, en fait, si vous voulez mentir sur vos déclarations, vous prenez votre risque. Là, quand on est malade chronique, on remplit un questionnaire médical et on sait absolument pas quelle va être la décision à la fin. Et donc, comme c'est pas du tout transparent, nous, les malades, on préfère mentir parce que je me suis déjà retrouvée dans la situation plusieurs fois où on galère à trouver un bien immobilier. C'est des marchés tendus, on a trouvé le bien. La banque, on pense que le plus dur, ça sera de trouver un prêt IMO. Et en fait, quand vous avez tout, que le prêt est accordé par la banque, il y a votre conseiller bancaire qui va vous dire « Ah oui, par contre, il y a une formalité, c'est de remplir un questionnaire médical. » Sauf qu'on oublie que pour un Français sur 3, non, c'est pas juste une formalité. Et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on comprend pas ce qu'il faut compléter, les questions sont alambiquées.
Et quand je dis ça à cette personne, il me dit: «Écoute, je pense que tu es la première, ça fait 20 ans que je travaille dans les assurances, tu es la première à me le dire, et je veux bien t'aider pour essayer de monter quelque chose». Donc et c'était il y a maintenant 6 ans. OK, waouh. Et je sais que, bah, c'est aussi issu d'une expérience perso où en 2015, tu fais ton premier achat IMO et donc bah, forcément, tu fais face à ce questionnaire, ce premier questionnaire, de santé, c'est cette formalité comme ils disent. Et donc bah, tu te rends compte que tu vas devoir, «mentir», entre guillemets sur le questionnaire. Tu peux me raconter aussi cette expérience? Ouais, en fait, je savais déjà pas qu'il allait avoir un questionnaire médical. Ce qui est Heu normal en vrai quand c'est la première fois que tu Ouais, achètes. Enfin, exactement. Donc 2015, je trouve un bien IMO en investissement. Mon premier achat, en fait, j'avais mis de côté, tous mes sous quand j'étais apprentie, j'avais une participation intéressement, donc du coup, j'avais mis de côté, et je me dis: «Bon, bah, j'ai un apport, donc je vais acheter un petit appart, que je vais pouvoir mettre en location». Donc j'étais trop contente, c'était le projet, voilà, puis il y avait plein de travaux, enfin, vraiment, c'était un gros projet. Je trouve, une banque qui m'accompagne, donc trop cool, et ils me disent: «Bon, bah, du coup, il va falloir remplir un questionnaire médical». Et là, en fait, je sais que, bah, j'ai de l'endométriose, j'ai été opérée 2 ans plus tôt de l'endométriose, j'ai des gros problèmes de migraine, et je me dis: «Si je complète, bah, je sais pas si on va avoir l'assurance». Et donc ça voulait dire, bah, potentiellement, j'ai pas mon prêt et donc j'ai pas mon appartement. Et quand je complète les questions, j'avais l'impression de mentir par omission. Parce que j'avais que 2 lignes, je comprenais pas le sens des questions. On me demandait si j'étais gaucher ou droitier. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce délire? Enfin, en quoi, être gaucher ou droitier aura un impact sur, le tarif?» Et en fait, je décide de mentir. Et je me dis: «Mais c'est complètement con comme démarche, mais sauf que c'est de la survie». Pourquoi je mens? Parce que j'ai pas le temps, j'ai peur. Il y a une asymétrie d'informations de dingue entre, nous, clients qui répondons et les assureurs derrière. Donc après, quand on comprend le schéma, effectivement, on se dit: «Bah, faut pas avoir peur, faut tenter». Sauf que moi, à l'époque, j'avais une espèce de blague, enfin, une boîte noire qui était les assurances. Je savais pas ce qu'il fallait compléter et donc par peur, je complète pas. Et je me dis: «Mais en fait, c'est débile parce que c'est l'assurance du prêt, donc ça veut dire que si demain je suis en invalidité, je perds mmh, mon emploi ou je décède à cause de cette pathologie, l'assurance va pas se déclencher. Donc en gros, je paye pour rien». mmh. Et puis ça c'est donc du coup je trouve, en fait je me sentais super mal, je me sentais coupable d'être malade, alors que j'y suis pour rien, hein, ça Clairement. ça me tombe dessus. Et en fait ça m'est arrivé à nouveau sur des assurances voyage. Enfin, à différents moments dans ma vie, ça arrivait où je me sentais coupable vis-à-vis des assurances d'être malade et de freiner les projets, de couple, de famille à cause de ma maladie. Ouais, et puis le risque aussi effectivement de le jour où tu as, un problème plus grave, bah, d'avoir payé pour rien Mais c'est ça, en fait, tu et donc payes, c'est une problématique qui avance tout au long de ta vie potentiellement. ouais, en fait, tu as, bah, l'assurance de prêt Ouais. où tu remplis un questionnaire médical. Après, j'ai eu un problème sur l'assurance voyage, parce que j'ai repris mes études, j'ai fait un master à Centrale et à l'ESSEC. On est partis aux États-Unis, donc grosse Mmh. opportunité. On partait à San Francisco, sauf que moi, à l'époque, j'avais des grosses douleurs, d'endométrio, j'avais pas mal de suivi et je me suis dit: «Mais s'il m'arrive quelque chose là-bas», moi, j'ai été rapatriée de différents pays parce Mmh. que j'ai eu des intoxications alimentaires, parce que j'ai eu des gros coups de mou. Et je me dis: «Mais là-bas, si je dois aller aux urgences, Ouais. comment je gère?» Et donc j'ai cherché une assurance voyage et j'ai pas pu avoir d'assurance voyage parce que toutes les assurances, tu avais des petites lignes qui disaient que les maladies antérieures étaient exclues. Donc globalement, en fait, j'allais pas prendre une assurance ou s'il m'arrivait quelque chose à San Francisco, j'étais hospitalisée, j'allais appeler l'assurance, on allait me dire: «Bah Ouais. ouais, mais madame, cette, maladie-là, vous le saviez avant, donc globalement, on vous prend pas en charge». Et donc je me suis dit: «Bah, je prends mon risque, je prends pas d'assurance et s'il m'arrive quelque chose, je me ferai un rapatriement». Voilà, j'avais mis, 2 000 € de côté pour me dire: «Si en last minute, parce que ça va pas, je dois rentrer et prendre un vol, pour rentrer en France, et bah, du coup, j'ai les sous de côté pour le faire». Donc je me suis auto-assurée. Ouais, OK. Ce qui est fou quand on y pense. Bah, alors que, normalement, l'assurance, est censée être, Ouais. utile, avoir des garanties, qui vous couvrent, et pour le coup, là, moi, j'étais complètement exclue de l'assurance. Et donc cette année, tu lances, Prosper& Co avec, Julien Gelot. Oui. Hem,
Est-ce que tu peux me parler justement un peu plus de Prosper et ce que vous faites au sein de Prosper? Alors, Prosper & Co, c'est effectivement l'aboutissement de 6 ans de travail. Au départ, j'avais un gros combat. Je voulais carrément exclure de la loi. En fait, obliger les assureurs à ne plus exclure les malades. On va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai discuté avec beaucoup de députés, d'anciens ministres, qui étaient tous outrés par la situation, mais qui me disaient: Axel, si tu passes par la voie législative, ça va être complexe, ça va être long. Tu peux pas contraindre des acteurs privés à à faire ce que tu souhaites qu'ils fassent. Si eux estiment qu'il y a un risque, tu vas avoir tout un bouclier qui va se mettre qui va être contre toi. Donc globalement, oublie d'essayer de créer une loi. Enfin, j'étais partie sur la création d'un colloque pour faire venir passer par la voie politique ouais, plutôt que la voie entrepreneuriale dans un premier temps. Ouais, exactement. Je me suis dit, en fait, je voyais pas comment en entrepreneuriat on pouvait y arriver. Donc première tentative, voie politique, où là je me suis dit, mais en fait, je vais me retrouver à l'Assemblée nationale avec des patients qui vont expliquer leurs problématiques, devant des assureurs qui vont expliquer leurs problématiques, mais ces deux mondes-là, globalement, ne se parlent pas habituellement et vont pas forcément se comprendre. Plus, je pense pas que ça soit avec le bâton qu'on va y arriver. Donc cette voie-là, j'y ai travaillé pendant bien 2 ans et en fait, en aboutissant, à la fin, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui intéressait très peu de personnes et qui était pas du tout la bonne voie. Ensuite, il y a eu la loi Lemoine qui est arrivée, donc 2022. Grosse évolution. Donc dans la loi Lemoine, tous les prêts en dessous de 200 000 €, vous n'avez pas besoin de remplir de questionnaire médical. Donc ça a mis un peu en stand-by le projet parce que je me suis dit, génial, en fait, enfin, ça arrivait. Donc là, tous les assureurs ont fermé la porte à la discussion en disant vous avez eu ce que vous vouliez, donc vous n'avez plus nous embêter. Et 1 an après, du coup, est tombé les premiers résultats de cette loi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils ont contourné la loi. Et aujourd'hui, même si vous faites un prêt avec moins de 200 000 €, potentiellement, dans votre assurance, les maladies antérieures seront exclues. Donc ils le font quand même. Ouais, ils le font quand même. Donc pas tous. Mais en tout cas, il faut savoir, il faut prendre le temps de lire. Donc il y a ce problème-là. Le problème, si jamais vous faites un prêt de plus de 200 000 €, donc là, on tombe sur des situations aberrantes où on a des conseillers bancaires qui vous disent vous faites un prêt de 230, faites un prêt de 199 et à côté, vous allez compléter avec 31 000 de prêt à la conso. Comme ça, vous allez passer sous le radar. D'autres conseillers bancaires qui disent non, essayez d'acheter un bien moins cher. Et ce qu'il faut savoir, la subtilité de la loi Lemoine, c'est que c'est 200 000 € d'encours total de vos prêts. Okay. Donc si vous avez plusieurs investissements, techniquement, vous n'y avez pas le droit. Très limité. Et là, on vous dit vous avez qu'à mentir. Moi, je suis pas censée savoir si c'est dans une autre banque les prêts que vous avez. Donc du coup, vous dites rien. En fait, c'est complètement aberrant. Et je me suis dit, en fait, la loi est détournée. Donc, il y a quand même encore cette asymétrie d'information. Et il faut trouver une solution. Donc, on est reparti avec Julien, rediscuter avec les assureurs. Et la première volonté qu'on avait ensuite, quand on s'est dit, on lance, on va créer nos propres produits. On va identifier des partenaires assureurs qui vont bien vouloir enlever le questionnaire médical. Alors là, c'était la croix et la bannière. En fait, les assureurs nous disaient oui, mais ils nous disaient rapidement, dans le schéma d'assurance, vous avez des courtiers distributeurs, c'est ceux qui vont distribuer les assurances. Le courtier gestionnaire, c'est là où vous allez déclarer votre sinistre. Ensuite, vous avez l'assureur derrière, et l'assureur a son propre assureur qui s'appelle un réassureur. Donc, j'avais OK pour le courtier distributeur, OK pour le courtier gestionnaire, OK pour l'assureur. Et ils m'ont dit, il faut aller voir la dernière personne qui est le réassureur. Je suis partie voir les réassureurs en leur disant, toute la chaîne est d'accord, est-ce que vous pourriez faire sauter ce fameux questionnaire médical au-delà de 200 000 € et sur d'autres types d'assurances? Et en fait, je me suis rendu compte que tout là-haut, il y a des personnes qui s'appellent des actuaires, qui sont globalement des mathématiciens, qui calculent des risques, et que sur certaines pathologies, ils n'ont pas assez de données qui leur permettent de calculer un risque. Et donc, un assureur qui ne sait pas calculer son risque exclut. Et
je me suis rendu compte tout là-haut que c'est horrible à dire, mais aujourd'hui, il vaut mieux avoir un cancer qu'un diabète parce que au niveau de la recherche, il y a l'Institut du cancer qui s'appelle l'INCa, qui, depuis des années, a des registres de sinistralité, a des registres de rechute, de problématiques avec le cancer, d'invalidité, etc. et produit ces rapports pour ces actuaires qui utilisent ces données pour identifier le risque. Et en fait, ils se sont rendus compte que, par exemple, les cancers en rémission depuis plus de 5 ans, de ce type de cancer-là, sans antécédents médicaux, etc., il n'y a pas de récidive, donc OK, on est d'accord pour assurer et proposer un prix. Ce qui n'est pas le cas pour l'endométriose, etc. Donc, j'ai carrément contacté le directeur de l'INCa en lui disant comment on pourrait faire. Et on m'a dit, en fait, il faudrait répliquer ce qu'on a fait sur le cancer, sur l'ensemble des maladies. Wow. Et donc, c'est une vraie volonté politique. Et en fait, globalement, vous n'y arriverez jamais. Donc, globalement, je reviens avec ce constat auprès des réassureurs en disant, écoutez, on ne va pas être capable de vous donner des chiffres. Est-ce que vous pouvez le faire un peu à l'aveugle? Est-ce qu'on peut le faire différemment en disant, on se lance, test and learn, et on voit combien ça coûte? Et là, je me suis retrouvée devant un mur. On m'a dit non, mais en fait, ce projet-là ne nous intéresse pas. On sait qu'il y aura une sinistralité trop importante, ça va nous coûter trop cher, que les contrats seront pas globalement rentables. Donc, ça a fermé la porte. Donc, tout le travail qu'on a fait pour essayer de supprimer les questionnaires médicaux a été un échec. Et donc, la dernière voie qu'on a trouvée, on s'est dit, en fait, il faut qu'on lance quelque chose pour montrer qu'il y a un besoin. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va faire différemment. Nous, on va créer un super algo façon Google. On va être le Google des assurances pour les malades chroniques. Et donc, vous nous dites quelle est l'assurance que vous cherchez, quelles sont les pathologies, quel est le montant du prêt si c'est une assurance de prêt. Et on va vous trouver aujourd'hui sur le marché existant le produit qui est fait pour vous. Okay. Donc, chaque assurance a avancé sur une pathologie. Donc, typiquement, on a MetLife qui est très bon sur l'endométriose. On a BNP Cardiff qui est très bon sur le cancer du sein. Sauf que ça, je parle encore de la symétrie d'information. Vous n'allez pas vous amuser à contacter tous les assureurs de la place. Vous n'avez pas le temps. Donc, c'est nous qui allons le faire pour vous. On va comme ça vous orienter. Donc, Prosper & Co, c'est ça. C'est la première plateforme, le premier spécialiste des assurances pour les malades chroniques. Okay. Donc, vous venez sur Prosper, vous nous dites quel type d'assurance vous cherchez. Donc, aujourd'hui, on a 3 types d'assurances disponibles. Des assurances de prêt immobilier, ce qu'on appelle l'ADE. Les assurances prévoyance et les assurances de prêt professionnel. Parce que je me suis rendu compte en discutant, alors ça c'était hallucinant, je discute avec des ministres et qui me disent « Ah bah oui, moi, des anciens ministres de la Santé disent « Oui, non mais ça, des anciens enfants, des enfants qui avaient des leucémies, qui ont été guéris et qui veulent être boulangers, et ben ils peuvent pas ouvrir leur boulangerie parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'assurance pour leur prêt professionnel. » C'est quand même dingue. Ouais. C'est passé depuis 10 ans, ils sont en rémission, il n'y a aucun risque. Et pourtant, on les bloque dans leur projet professionnel. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée aussi d'ouvrir l'assurance de prêt pro. Okay. Donc, concrètement, depuis un mois, sur la plateforme Prosper & Co, gratuitement, vous nous envoyez vos informations, quel type d'assurance vous cherchez. Et nous, derrière, une fois qu'on va avoir votre besoin, les pathologies, etc., votre âge, on va envoyer vers l'un de nos partenaires. Et on a aussi vocation à ouvrir d'autres. Donc, on a en cours l'assurance voyage pour essayer de ne plus avoir d'exclusion des maladies antérieures. Donc ça, on est en bonne voie pour y arriver. Truc tout bête, en fait, on se rend compte aussi en ouvrant Prosper & Co qu'il y a des exclusions là où on n'aurait jamais pensé. C'est-à-dire que dans la mutuelle de votre chien ou votre chat... Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. En fait, dans la plupart des assurances pour chien-chat, vous avez une garantie d'hospitalisation du maître. Donc, c'est une assistance, vous êtes hospitalisé, on vous envoie un pet-sitter, ou on vous paye le taxi, ou on vous paye un chenil pour garder votre animal le temps que vous soyez hospitalisé. Et au sein de cette assistance, il y a des exclusions
des maladies antérieures, ce qui est dingo. Ça veut dire que si vous êtes hospitalisé pour un diabète ou pour, je sais pas, un problème cardiaque, on considère que c'était une maladie antérieure et vous ne pourrez pas bénéficier de ce support-là. Pour votre animal. Okay, je parle même pas d'essayer d'assurer les animaux malades. Alors ça, c'est un sujet... on essaye, mais on va peut-être y arriver. Mais juste, le propriétaire malade va être exclu de la garantie. Mais c'est hyper discriminant. On s'est rendu compte... En fait, j'ai creusé, j'ai lu des rendus de cours de cassation. Enfin, je suis vraiment rentrée dans le sujet. Je suis partie très loin pour savoir quelles ont été les difficultés qu'ont pu rencontrer des malades dans le passé sur des garanties d'assurance. Et je me suis rendu compte qu'il y a l'assurance habitation, où globalement, si... Alors, un truc tout bête, non, qui n'est pas du tout bête, mais le cas où vous avez une sclérose en plaques, vous êtes en fauteuil chez vous, il y a un départ de feu, vous n'avez pas réussi à arrêter le départ de feu du fait de votre situation. Cette situation n'avait pas été déclarée en amont à l'assurance. L'assurance peut décider de ne pas garantir l'incendie parce que vous n'avez pas été en capacité d'agir. Et si l'expert estime que vous étiez sur place, vous auriez dû avoir un extincteur, mais vous n'avez pas été en capacité de l'arrêter et c'est dû à une pathologie antérieure, vous pouvez avoir une exclusion de prise en charge. Et on l'a aussi sur des assurances auto où il y a des jugements en cours de cassation qui montrent que certains assureurs n'ont pas pris en charge une problématique où c'était un conducteur épileptique qui a fait une crise d'épilepsie. L'épilepsie n'était pas déclarée au moment de l'assurance et donc du coup, la personne ne sera pas prise en charge. C'est quand même... Puis c'est ouf. Et j'imagine que les gens, en fait, le découvrent généralement au mauvais moment. Ah, mais c'est... en fait... Quand il n'y a plus rien à faire, quoi. Ah, mais c'est là où c'est un monde incroyable. En fait, j'ai rencontré un ancien ministre qui m'a dit « c'est du racket organisé ». Et c'est exactement ça. C'est globalement, on vous vend une assurance... On estime que c'est à vous, mais effectivement, de lire les petites lignes. C'est comme quand vous achetez votre yaourt, si vous êtes intolérant au lactose, il fallait lire que dans les ingrédients, il y avait du lactose. Sauf que, en fait, si c'est pas écrit sans lactose en gros, vous n'allez pas lire... Les lignes sont tellement incompréhensible que la majorité des gens signent en se disant « Ok, c'est bon, je suis assuré. » Et en fait, c'est ça. Du tout. En fait, tant qu'on n'a pas eu un sinistre, on pense pas qu'on peut être dans une situation. Et tant qu'on n'a pas d'offre qui peut vous permettre de ne pas être dans cette situation, on fait avec ce qu'on a. Donc là, l'idée, c'est de proposer une alternative. Et pour une fois, en fait, on dit aux personnes, venez avec vos pathos. C'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes. C'est vous venez avec vos pathos. C'est la première question qu'on va vous demander, alors que c'est la dernière habituelle qu'on vous demande. Nous, vous venez, on va vous parler de vos pathologies, ce que personne n'a envie de parler habituellement, ou quand vous dites à votre conseiller bancaire « Ah, mais j'ai un diabète de type 2 », il va vous dire « Oula, chut ». Nous, on dit « Dites-nous tout, allez-y ». De toute façon, tout est confidentiel. Si vous avez déjà une assurance, parce que vous pouvez la substituer, on va faire l'étude et votre assureur ne sera pas au courant de rien du tout, jusqu'à aller au bout. Et on va vous dire si, en déclarant l'ensemble de votre état de santé, quelle est l'assurance qu'on peut vous proposer? Est-ce qu'il y a une différence de prix ou pas? Je vais donner un exemple qui est le mien. Moi, j'avais une assurance de prêt immobilier que je payais 12 € par mois. J'avais menti. J'avais dit que j'avais aucune problématique de santé. Et là, j'ai trouvé une assurance... T'envoyais 12 € dans le vide? Dans le vide, total. J'ai comme ça. Allez, hop. Donc, 12 € par mois sans aucune couverture. Il m'arrivait quoi que ce soit. J'avais rien. Je me suis dit, OK, allez, go, en allant c'est prospère, je suis la bêta-testeuse. Et là, j'ai trouvé une assurance qui couvre l'ensemble de mes pathologies. Avant, j'étais couverte à 50%, là, je suis couverte à 79%. S'il m'arrive quelque chose, j'ai la perte d'emploi, ce que j'avais pas avant. J'ai l'invalidité, j'ai le décès, je suis full garantie, 19 € par mois. Wow, OK. Pour 7 € de plus, j'ai une quiétude intellectuelle, mentale. Et en fait, si j'avais pas fait le test, j'aurais jamais su que c'était possible. Donc, c'est vraiment l'exemple de faites le test, c'est gratuit, et voyez combien ça vous coûte d'être bien couvert et de payer une assurance qui va vous servir demain.
Ouais. Donc sur Prosper & Co, le fonctionnement, il est assez simple. J'ai une ou plusieurs pathologies. Ouais. Je remplis un formulaire sur la plateforme. Oui. Et ensuite, potentiellement, je suis mis en relation avec là où les bonnes assurances qui répondent à mes pathologies, entre guillemets. Ouais, exactement. Donc, vous allez recevoir un message de Julien qui va vous dire, OK, on a bien pris en compte votre demande. Et en fonction du type de demande, on va trouver la personne, enfin, Ok. l'expert, l'assurance qui est le mieux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous, derrière, enfin, mon idée, c'est de participer à l'amélioration du système et de créer en fait les fameuses données de sinistralité dont ont besoin les réassureurs. L'idée, c'est de les créer, de créer des registres de sinistralité, parce que en parlant à un de nos partenaires, il nous a dit, on sait que les programmes comme ça, enfin les personnes qui ont des pathologies ont moins de sinistralité parce qu'elles sont mieux prises en charge et plus regardantes sur leur état de santé. Et donc, ça coûte moins cher. Mais ça, personne ne le communique. Et c'est quand même dingue, en fait. Enfin, au tout départ, on me disait, non, mais ça va être des personnes qui vont nous coûter trop cher. On va avoir ça va être trop de sinistralité, des contrats pas rentables. Et en fait, en creusant, on se rend compte que c'est faux. Et que tout le monde, apparemment, a l'air d'être d'accord et de ne pas vouloir partager les chiffres. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des registres. On va savoir, en fonction des pathologies, en fonction du prêt, on va suivre les personnes. Est-ce qu'il va y avoir des sinistres ou pas? À quel montant? Et quelle est globalement la sinistralité par pathologie? On va le faire par l'absurde, en fait. Ouais. Donc, il y a ça. Et puis, on a découvert que dans certaines assurances, ils mettent des garanties un peu pour se gargariser de « Ah, mais je mets plein de trucs ». Mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Je vais prendre l'exemple. Il y a donc à toutes les personnes qui ont une assurance de prêt IMO chez BNP Cardiff et qui ont un cancer du sein, sachez qu'il y a une garantie qui vous permet d'avoir un test, alors je vais rentrer un peu dans la technique, un test génomique payé. Ok. Alors ça, personne ne le sait, ils communiquent pas dessus, hyper compliqué de le savoir. Moi, demain, j'ai un de mes assurés qui est dans cette situation, je sais qu'on l'a placé chez BNP Cardiff, et je vais pouvoir lui dire. Et en fait, à quoi ça sert? Ce test génomique, aujourd'hui, ça coûte 1 800 €. Certains hôpitaux le prennent en charge ou pas. Donc déjà, il y a une grosse inégalité. Mmh. Et en fait, ce test, c'est au moment où vous allez vous faire votre biopsie, on va envoyer votre biopsie le plus souvent aux États-Unis. On va faire un test sur cette biopsie pour savoir, dans le cas des cancers du sein hormonodépendants, si une chimio va être utile ou pas. Dans 80%, la chimio n'est pas utile. Waouh. Sans ce test, impossible de le savoir. Donc, en gros, on a la stratégie de raser, quoi. Enfin, on va vous faire la chimio et on verra si y a un... De toute façon, on a fait la chimio. Avec donc l'impact que ça a. Ouais, sur la qualité de vie, Ouais. sur les souffrances, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce test-là, il est hyper cher, qu'il est pris en charge uniquement dans quelques centres. Globalement, on ne propose pas aux patientes d'en bénéficier et BNP le propose. Sauf que ça, si la patiente n'est pas au courant, si la personne qui a un cancer de sein, à aucun moment, moi, on m'annonce que j'ai un cancer du sein, je me dis « Oh là là, je vais regarder dans mon assurance de prêt immobilier si jamais j'ai quelque chose qui peut rembourser mon test génomique. » Jamais de la vie. Never. Never. Et donc, du coup, quand j'en parle aux courtiers, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, on pourrait en parler, on pourrait le dire aux patientes. » Bah ouais. Ce serait pas mal. Ouais. Ce serait pas mal, en fait. Je pense que c'est une grosse garantie qu'il faudrait utiliser. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que nous, on sait les pathologies que vous avez, que vous avez déclarées. On sait où est-ce qu'on va placer votre assurance. Et donc, du coup, s'il y a des évolutions de ce type, on va pouvoir vous prévenir et vous puissiez en bénéficier. Donc, l'idée, c'est que d'être proche de nos assurés et de pouvoir les suivre sur le long terme. Hyper important. Et tu as un autre avantage aussi, c'est que tu travailles avec des associations de patients. Ouais. Qu'est-ce que ces collaborations elles changent dans la manière de justement concevoir les produits d'assurance? Alors, moi, depuis le début, mais c'est exactement comme ma patho, j'ai, moi, mon ressenti personnel et les difficultés que j'ai rencontrées. Sauf que je me dis toujours, bon, c'est peut-être moi, Axel, qui hallucine. Et donc, j'en parle tout le temps à des assos. Et là, pour le coup, Prosper et les assurances, c'est un sujet qui est commun à toutes les assos. Et en fait, il y a les 2 premiers sujets pour lesquels les assos sont
sont contactés par des patients. Le premier, c'est pour trouver des experts médicaux. Donc, on a créé Mapato. Et le deuxième, c'est pour trouver une assurance pour la pathologie en question. Enfin, qui inclut la pathologie en question. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé Prosper. Et là, ce que font des associations partenaires, c'est vous cherchez un expert médical, hop, allez sur Mapato. Vous cherchez une assurance, hop, allez sur Prosper & Co. Et c'est comme ça qu'on a vu un flux de personnes arriver. Et typiquement, on n'avait pas du tout pensé à la prévoyance individuelle. Alors ça, franchement, en plus, moi, j'y connaissais rien du tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé avec des pathologies qui n'arrivaient pas du tout à avoir de prévoyance. Et donc, en fait, c'est ils contactaient les associations, les associations les renvoyaient vers nous. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Et c'est comme ça qu'on a créé Prosper & Comet. Qui est l'assurance pour la prévoyance individuelle. Mais ça, en fait, si l'association nous avait pas envoyé les besoins, les personnes qui étaient en difficulté, on n'aurait jamais su qu'il y avait ce besoin sur le marché. Ouais, tu vois des nouveaux besoins qui pop aussi en étant en contact direct avec les assos et avec les patients. Ouais, et notre force, c'est que... Mais tout comme Mapato, on est un acteur de confiance. Moi, avant de proposer une assurance, je m'assure que les garanties soient conformes, que le prix n'est pas ahurissant. Et s'il y a le moindre problème au moment d'un sinistre, on est là et on va soutenir la personne et on va pas lâcher et on va se faire le porte-drapeau de la personne. Mon idée, c'est que tous les assurés puissent trouver l'ensemble des assurances dont ils ont besoin et qui s'enlèvent la charge mentale de se dire « Ok, est-ce que j'ai bien complété ? Est-ce que j'ai bien à être assuré ?» C'est nous qui prenons cette responsabilité. Moi, je rêve d'un monde où toutes les personnes arrêtent de payer des assurances pour rien, quoi. Ouais, c'est clair. Les montants, ils doivent être stratosphériques. Ah, mais le racket organisé. Ouais, exactement. Et donc, ça adresse un marché qui est quand même colossal, puisque un peu plus de 23 millions de Français qui ont une pathologie chronique. Ouais, donc 23 millions de malades chroniques, mais là, en plus, on a aussi les proches. C'est-à-dire que, en fait... Les aidants. Ouais, les aidants ou même sans être aidant, mais juste votre mari avec qui vous allez acheter une maison, lui, en fait, si vous n'avez pas, votre assurance... il doit aussi être pénalisé. Il est pénalisé. Donc, on touche un marché énorme. Ça a été quoi un peu, même si tu en as un peu parlé, la première réaction des assureurs traditionnels quand tu as présenté Prosper & Co? Parce que du coup, tu as lancé officiellement il y a un mois, en septembre 2025. Ouais. C'était quoi? Est-ce que tu as eu un peu des retours des assureurs traditionnels? Ou alors ils s'en foutent complètement? Alors là, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, on aurait peut-être dû lancer plus tôt. Parce que maintenant qu'on est lancé, qu'on est sur le marché et qu'on reçoit des demandes, ils nous disent « Ah, c'est formidable ». Ok. Donc, j'étais au congrès des assureurs il y a 2 semaines. Et en plus, on a trouvé un jeu de mots. On dit enfin l'assurance, ça peut être un truc de malade. Ils ont tous adoré le jeu de mots. Ils sont là, mais c'est incroyable, mais c'est trop bien, mais on va créer des offres ensemble, vous adressez un marché incroyable. Enfin voilà, c'est maintenant qu'on existe, maintenant qu'on est un acteur, qu'on est enregistré comme un assureur, etc. Et ils nous disent, ils ont tous envie de bosser avec nous et ils nous disent tous qu'il y a un besoin. Ok, trop bien. Trop bien. C'est quoi les objectifs à court terme et à long terme? Est-ce que c'est, j'imagine, se faire connaître, forcément? Autant Mapato, il y avait de la partie bouche à oreille, ça a mis du temps, mais on s'est fait connaître au fur et à mesure. Et puis, on a Mon Espace Santé. Là, on repart de zéro pour Prosper. C'est une marque qui est en B2C. Donc, globalement, on a 2 stratégies. Soit on devient millionnaire et on fait plein de publicités. Je joue pas au loto régulièrement, donc voilà. Ou on s'appuie sur des partenaires. Donc là, on a rencontré des comparateurs, typiquement le furet.com, en leur demandant est-ce que vous, à partir du moment, vous pouvez avoir une page si jamais il y a des personnes qui cherchent des infos sur maladie et assurance pour les transférer vers nous. Donc là, on va avoir plutôt une stratégie B2B de s'appuyer sur des partenaires qui, eux, vont nous faire connaître, plus les associations de patients. Mais moi, si j'avais les moyens de faire des publicités après Star Academy pour dire à toutes les personnes, voilà, maintenant, l'assurance, c'est un truc de malade, venez chez nous et on vous assure que vous allez être bien assurés, ce serait fantastique.
Franchement. Des grosses campagnes dans le métro. Ouais, c'est trop bien, mais ça coûte trop cher. Ouais, c'est clair. Je lance un message à la RATP si vous voulez nous offrir une publicité. Vraiment, n'hésitez pas, on sera trop content de le faire. Mais c'est ça l'entrepreneuriat impact, c'est que en fait, on voudrait que le monde entier nous connaisse. Mais globalement, on fait avec peu de moyens parce que c'est des business qui sont pas forcément hyper rentables. Et donc chaque personne assurée, ça change sa vie et donc en fait, j'ai pas d'objectif je pense que Prosper, c'est un projet qui va me suivre toute ma vie. Ouais. En fait, à chaque fois, tant que globalement, il y a toujours des exclusions des maladies antérieures, il y aura toujours besoin de Prosper. Et tant qu'il y aura toujours une asymétrie d'information et une difficulté d'accès aux experts médicaux, il y aura toujours Mapato. Donc, en fait, c'est l'entrepreneuriat impact, c'est qu'on essaye de résoudre un problème, une inégalité, mais tant qu'elle existe, on est utile. Donc voilà. Ouais. Moi, j'ai pas d'objectif. Je rêverais que tout le monde passe par nous parce que en fait, tant que vous avez pas souscrit, c'est gratuit. Encore une fois, vraiment, mais tentez quoi. De toute façon, on mettra le lien en description. Donc 6 ans de taf quand même, parce que l'entrepreneuriat impact, c'est aussi un entrepreneuriat qui prend du temps. On le répète pas suffisamment, mais c'est la réalité. L'entrepreneuriat impact, ça met du temps. Et du coup, c'est cool que ce soit lancé. En fait, derrière l'entrepreneuriat impact, il y a forcément une discrimination quelque part. Et cette discrimination, elle est ancrée un peu dans les mœurs et dans l'écosystème. Donc, soit vous venez avec, vous montrez par A plus B qu'ailleurs on fait différemment. Nous, ça a été un peu le sujet. On a trouvé un réassureur en Angleterre qui nous disait mais il n'y a pas de sujet, les épileptiques, nous en Angleterre, on les discrimine pas. Okay. Ils n'ont pas de surprime, ils n'ont pas d'exclusion. Et on s'est dit mais pourquoi on le fait un épileptique en France est aussi épileptique qu'un épileptique en Angleterre. Ça n'a pas de sens. Donc, on a réussi aussi à aller voir ailleurs pour prouver qu'en France, ça pouvait fonctionner. Mais sauf qu'en fait, on se rend compte que il y a un système, que faire changer les choses, ça va prendre du temps, qu'il faut de la légitimité aussi. Ce qui est cool sur Prosper & Co, c'est que moi, je suis patiente, je suis concernée et j'ai Mapato aussi. Donc, ça montre que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat, que je suis quelqu'un de solide, que je fais pas les choses en l'air. Ce qui est aussi compliqué quand on lance un projet, c'est que si les gens pensent que c'est que pour le fric et que c'est qu'un coup et que je lève des millions et que ça scratch demain, qu'est-ce qu'on fait ? Là, voilà, dans le cadre de Prosper & Co, on est solide, on est un courtier, on n'a pas vocation à créer une bulle et à revendre derrière. C'est pas du tout le projet. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va avoir le plus d'impact. Mais c'est long, il faut avoir les reins solides. Et je pense que si j'avais pas eu toute l'aventure entrepreneuriale avant, j'aurais pas cette solidité et ça, c'est important. Pour parler à des gros mastodontes qui sont les assureurs, les réassureurs. On aura l'occasion d'en parler sur une autre partie où c'est aussi des questions qui m'intéressent. Mais du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast sur la santé en France d'un point de vue un peu plus global, avec trois questions. La première, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans notre système d'assurance santé actuel ? Alors nous, sur Prosper & Co, on fait tout sauf de l'assurance santé. Aujourd'hui, tu as l'interdiction de proposer des offres de mutuelles en fonction des pathologies. Ok. Donc tu peux pas dire moi j'ai un diabète donc je vais avoir une mutuelle de diabétique. Ça n'existe pas, c'est interdit. Ils peuvent pas. Interdit en France ou interdit en France. Ok. Mais ils ont essayé, par exemple, à un moment, il y a un assureur en France qui a dit si vous me prenez une montre connectée et que vous faites tant de pas, alors que vous avez des problèmes cardiaques, vous allez payer moins cher parce que vous allez avoir une bonne santé, etc. Alors, C'était un flop total. C'est border un peu. Ouais, voilà, exactement. Donc, globalement, nous, on n'est pas capable aujourd'hui, si vous venez, on a eu des demandes, si vous venez sur Prosper & Co en disant, moi, j'ai une fibromyalgie, j'ai besoin d'une assurance spécifique, on est incapable de vous proposer une assurance spécifique. Ça serait une assurance mutuelle classique. Il y a des garanties qui seront plus favorables pour vous. Néanmoins, ça serait une mutuelle classique. Donc, pour répondre à ta question... Oh, tu y as répondu. Hein. Ok. non, mais t'inquiète. Tu as écrit Lonely Patient puis Happy Patience. On en a parlé sur le premier épisode. Mais qu'est-ce qui a évolué dans ton regard sur la santé et sur le soin depuis ces livres ?
Depuis 2018, je trouve qu'on écoute davantage le patient. Après, peut-être qu'ils n'ont pas le choix non plus, hein. Démographiquement, 1 million de professionnels de santé, 23 millions de patients, 16 millions d'aidants. Bon, voilà. Et puis c'est de plus en plus démocratisé, même sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, les gens parlent beaucoup plus ouvertement aussi de leur pathologie. Ouais, je pense qu'on a moins honte des pathologies, on est de moins en moins seuls. Les réseaux sociaux ont permis aussi de créer des groupes de parole. Et puis, il y a aussi... en fait, il y a une grosse mouvance du médecin augmenté avec l'IA. Sauf que c'est très bien de vouloir augmenter des médecins. Encore une fois, ils sont 1 million. Mais alors, augmenter le patient, je trouve que c'est aussi pertinent, si ce n'est plus. Parce que si on arrive à avoir 23 millions de personnes qui ont leur assistant personnel dans le téléphone, qui trouvent les informations pertinentes, qui peuvent s'autogérer au maximum et être drivés quand il y a besoin, quand il y a une question particulière par un médecin, je pense que c'est la façon dont on pourra sauver le système de santé avec le fait qu'on soit de plus en plus vieux. Mais en fait, on a une espérance de vie qui augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé est en train de diminuer. Parce qu'il y a une explosion des maladies. Exactement. Donc globalement, de plus en plus jeunes aussi. si c'est pour vivre plus longtemps, mais avoir besoin de plus de soutien et d'être malade, globalement, le système est pas OK pour ça. Donc du coup, pour moi, il faut absolument qu'on aille dans ce sens et on y va doucement. Aujourd'hui, malheureusement, dans la santé, il n'y a toujours pas de business model facile quand vous voulez innover pour le patient. Il y a des business models pour augmenter le médecin. Là, dans le budget 2026, il y a une proposition qui permettrait de financer les aides à la prescription pour les médecins. Sauf qu'il n'y a rien pour aider à la bonne délivrance côté patient. Ouais. Il y a de la télésurveillance qui est prise en charge, sauf qu'en fait, c'est la possibilité pour un oncologue, typiquement en cancérologie, de pouvoir suivre son patient à domicile. Mais ça n'a pas été pensé pour que le patient soit plus autonome avec ses traitements du cancer. Donc en fait, toutes ces plateformes-là, côté patient, elles offrent pas une expérience de dingue. Mais bon, en tout cas, j'ai l'impression que c'est davantage pris en considération. Je pense que le chemin est encore long. Il y a encore du boulot. Ouais, je pense que tant qu'on voit pas le mur arriver et qu'on n'a pas des grosses warnings de l'assurance maladie qui dit « Attendez, citoyens, équipez-vous, on va vous aider à vous équiper, vous allez pouvoir avoir une prise en charge. » Nous, Mapato, ça coûte 100 € par an, quoi. Sauf que c'est pas pris en charge. C'est pris en charge par des mutuelles qui sont partenaires, mais moi j'adorerais que toutes les mutuelles intègrent un accès Mapato, mais c'est à nous d'aller négocier avec chacune des mutuelles. Et on le voit, les mutuelles, elles sont de plus en plus challengées sur leurs frais, et donc c'est aussi compliqué pour elles de rembourser toutes les bonnes idées qui arrivent. Donc c'est toujours un problème de financement, je pense. Ouais. Donc voilà. Donc globalement, ça bouge, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et quand on veut innover pour une personne qui n'a pas les moyens de payer ce que vous proposez, en tout cas, le système de santé n'est pas fait comme ça en France, c'est quand même beaucoup plus long. Ouais, c'est clair. Ça relie à ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat impact. Ouais. Forcément, les choses mettent plus de temps que sur les autres sujets, potentiellement. Il y a une enquête de l'année dernière en fait, ils ont interrogé dans le secteur santé, les health tech, pour savoir c'était quoi le business model recherché. Il y a une augmentation sur 5 ans du nombre de health tech qui pensent aller au remboursement ou au paiement par l'assurance maladie, et un recul de 20 points des health tech qui pensent qu'elles seront financées par les assurances et les mutuelles. Ok, wow. Donc en fait, moi quand j'ai commencé à innover, tout le monde se disait « je vais aller voir la mutuelle ». Énormément se sont cassés les dents. Maintenant que nous, on est pris en charge par beaucoup de mutuelles et qu'on discute avec nos clients, on comprend pourquoi elles ne peuvent pas rembourser toutes les super innovations. Rien du fait que, en fait, si c'est pour prendre en charge une innovation qui n'est pas viable financièrement et qui dans 3 ans ne sera plus là, c'est hyper compliqué pour une mutuelle d'enlever une prise en charge dans sa garantie et dans son offre. Ouais. Donc en gros, d'un côté, il y a les mutuelles qui voient sur un temps long et qui doivent gérer leurs risques, leurs offres, et qui, je pense, souhaiteraient
travailler dans l'innovation, mais d'un autre côté, on a des startups qui, globalement, en santé, je crois que c'est 1 sur 10 qui survit à 5 ans. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais. Enfin, c'est un taux vraiment minime. Et donc, si elle finance 100% des startups, comment elle gère les 9 qui vont mourir? Donc, globalement, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue dans ce business. C'est qu'il faut avoir le temps d'attendre pour avoir les reins solides, pour trouver son financement. Donc, du coup, c'est des investissements qui sont très élevés et donc, du coup, des dépendances à des fonds d'investissement. Sauf que quand vous avez des fonds d'investissement, vous n'êtes plus Il y a d'autres indépendant. problématiques. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pas simple. Moi, je le vois là sur les 3 dernières années, on a reçu beaucoup de demandes. En fait, tu le disais, mais moi, dès qu'on me contacte pour donner un coup de main dans les tech, je le donne. Je passe autant de temps que les gens le souhaitent pour regarder leur business model, pour les aider, pour les orienter. J'ai même des startups qui m'envoient leur pricing, leur deck pour que je donne mon avis. Et en fait, je me rends compte qu'il y a de moins en moins d'acteurs. C'est vraiment consolidé. C'est des acteurs qui ont beaucoup, beaucoup de moyens financiers, donc beaucoup de fonds d'investissement. Mais pour moi, les fonds d'investissement, c'est un peu comme vivre avec l'argent de poche que ses parents vous donnent. Le jour où ils ont plus envie de vous donner d'argent de poche et que vous gagnez pas votre vie, et globalement, vous pouvez plus faire ce que vous voulez. Et c'est à vous de vous débrouiller. Et donc, c'est un peu la même chose avec les fonds. Donc du coup, on voit des super pépites qui sont hyper stressées parce qu'elles ont cette problématique financière. Ouais, ok. Hyper intéressant. On va pouvoir passer à la partie sur l'entrepreneuriat avec une première question qui est reliée à ce que tu disais il y a quelques minutes. Est-ce qu'on t'écoute plus aujourd'hui, en 2025, qu'en 2018 ? De fou. Ah non, mais alors moi, j'ai gros syndrome de l'imposteur. J'ai été contactée par la Fédération des cliniques privées, des hôpitaux privés, qui m'a demandé de participer à une table ronde pendant leur rencontre annuelle. Juste, les autres tables rondes, c'était Agnès Buzyn, François Braun, Olivier Véran, enfin, tous les anciens ministres et Axel Hayadd. J'ai pas compris. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de spécifique, etc. Au final, ça s'est super bien passé, mais on me demande de plus en plus de prendre la parole. Je me rends compte qu'au final, je fais un peu partie des murs. Que quand je vois toutes les nouvelles entreprises passer, je fais partie des plus anciennes, des plus stables. Donc, du coup, on me demande quand même beaucoup mon avis. Donc, oui, globalement, j'ai beaucoup plus de légitimité parce que je suis toujours là. Voilà. Qu'on a créé un modèle qui fonctionne, qui est rentable, qu'on est en train de s'élargir, que j'ai créé le groupe Human Care avec les différentes BU. Donc, je suis assez légitime sur le marché. Je suis pas juste arrivée, lancer une plateforme, faire un coup et mis la clé sous la porte. Et donc, ça ouais. Je ressens que... Ouais, rien à voir entre la petite Axel de 2018 qui, globalement, galérait à trouver des médecins et voulait éradiquer l'errance post-diagnostic et le nomadisme médical. Et la Axel d'aujourd'hui qui est à la tête d'un groupe avec plusieurs BU. Ouais, rien à voir. Franchement. Et c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pu lancer Prosper maintenant. C'est que maintenant que j'ai une assise dans le système. Bien identifié. Ouais, je suis bien identifiée, que les gens savent pourquoi je fais ça. C'est vrai que tu n'aurais pas pu le lancer au tout début. Enfin, ça aurait été beaucoup plus difficile. En fait, j'étais qui pour parler à des assureurs? Là, aujourd'hui, j'ai plus de légitimité à parler de mes sujets et à faire bouger des choses. Parce que aussi, ma pato, c'est 120 000 personnes, c'est 60 assos partenaires. Donc derrière, il y a du monde. Et donc, du coup, forcément, face à... Quand je dis à un courtier ou un assureur, écoutez, moi, j'adresse une cible immédiate de 120 000 personnes, sans compter le spread après côté asso. Bon, globalement, c'est un peu comme un influenceur qui vient en disant à une marque, écoutez, si vous voulez faire une collab, j'ai 100 000 followers sur les réseaux. Tout de suite, ça n'a pas le même poids que je vais me lancer sur Instagram, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. C'est clair. C'est pas du tout pareil. Et tu as été sélectionné aussi par l'Institut Choiseul dans le top 40 santé. Donc, l'Institut Choiseul, c'est un institut qui sélectionne à chaque fois, je crois, 40 personnes sur différentes thématiques. Donc ça peut être médias, santé, etc. Ça a eu quoi comme impact Alors ça, je sais pas du tout comment je suis arrivée là. Donc effectivement, c'est le top 40 des under 40.
C'est un peu le Forbes, mais Ils ont façon copié un peu. Choiseul. Alors, autant te dire que quand je suis arrivée dans ce cocktail-là, j'ai jamais vu autant de costumes bleus. Ok. C'est... Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Après, tous les gens sont très sympas, hein, mais c'est pas du tout mon monde. Donc, qu'est-ce que ça a permis? Écoute, encore une Est-ce que fois... ça rajoute encore de la légitimité aussi, tu Ouais, vois? je pense. Surtout d'un point de vue extérieur pour les gens qui te connaissent pas, je pense. Alors ça, c'était hallucinant. J'ai reçu une vague de propositions d'investissement par les fonds d'invest. Ok. C'est fou. Mais ça, franchement, les fonds d'invest, c'est un peu comme les relations amoureuses. Ouais. Tant que t'es en couple, t'es hyper bankable. Quand t'es célibataire sur le marché du célibat, c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Et bah, c'est un peu la même chose pour les fonds d'invest. Tant que t'as besoin d'argent, globalement, t'es en chien, personne ne veut te financer. Au moment où tout va bien, tu demandes rien à personne, et bah là, en fait, plus aucun risque. Pour le capital risque, formidable. Et donc là, t'as plein de gens qui viennent taper à ta porte. Ouais, ça m'étonne pas. Et j'ai eu plein de demandes, des demandes de partenariat à l'étranger. Enfin, ouais, ça, j'ai eu quand même une vague où les gens suivent ce classement et reconnaissent que j'ai peut-être une légitimité à faire ce que je fais. Et ouais, ça fait partie des retours. Ouais. Je sais pas, des espèces de CV, c'est un peu comme des les petits Oscars. certificats de légitimité. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme quand t'as un César ou un Oscar, on te le rappelle, vous avez eu ça, 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 et donc ça montre que t'es un bon acteur. Bah voilà, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est clair. Quand t'es Forbes, 30 under 30. Tu reçois aussi des sollicitations voilà. que t'avais pas prévues. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre? Je vais te spoiler. Alors, hier, il y a eu Hot Ones, la saison 4, avec Adèle Exarchopoulos, qui disait que on n'avait pas besoin forcément de souffrir pour faire un bon film. Et bah, pour moi, c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. Pour moi, tu as 2 écoles. L'école bâton, où en fait, tu crées des énormes pépites rapidement, mais tu es sur des sables mouvants et potentiellement, tu vas licencier 100 personnes. Tout le monde va souffrir, tout le monde va être sous-payé. Voilà, ça, c'est un modèle. Et puis, tu as un modèle où, bah non, tu pas besoin de souffrir. Pour moi, l'entrepreneuriat, il faut s'éclater. Hier, j'avais un fonds d'invest qui me dit non, mais pour réussir sur votre marché, il faut être patiente et passionnée. Bah voilà, bah, je pense que je suis patiente et passionnée, donc tout va bien. Mais ouais, l'entrepreneuriat dur, difficile, ok sur les débuts, mais Sur du long terme, c'est pas possible. Ouais, faut être vraiment maso, quoi. Enfin. Globalement... Les gens, généralement, se cassent la gueule mais en sur santé du long terme, c'est sûr. mentale... Santé mentale, physique, généralement, c'est relié. Ah ouais. J'ai vu trop de gens se détruire, tu vois, dans des aventures trop hardcore, en fait. Donc, bah ouais. Donc, globalement, il faut gérer la croissance, ce qu'on entend souvent dans des formations de start-up. Ouais. Mais globalement, moi, je m'éclate parce que j'adore mon équipe. Parce que je me sens bien quand on est ensemble, que en fait moi je me sens bien toute ma vie, quoi. Enfin, je suis super bien dans mes bottes. Ce que je disais à mon mari il y a quelque temps, je me suis jamais sentie aussi à ma place dans tous les moments de ma vie qu'aujourd'hui. Ok. Parce que quand j'étais salariée, on me disait que j'étais une rebelle. Je rentrais pas dans les cases. Là, en fait, dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, être rebelle, c'est normal. Et c'est ce qui t'anime. En fait, c'est par la rébellion, parce que tu es contre un système établi, tu as envie de bouger les choses, c'est de la rébellion soft, mais c'est quand même de la rébellion, c'est de vouloir changer le monde. Et en fait, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du kiff. Ouais, ok, il y a des up and down, mais s'il y a trop de down, globalement, bah, faut peut-être faire autre chose et peut-être que le modèle n'est pas adapté. Trouver le modèle qui est adapté à soi. Je pense que moi, il est adapté avec une petite équipe. Enfin, j'ai trouvé mon équilibre. Je pense que je serais pas la meilleure pour gérer une boîte de 100 personnes, assez inhumaine, très automatisée. Enfin, c'est pas du tout moi. Donc j'ai trouvé... Enfin, moi, j'adore mes clients. J'adore ce que je fais. On innove tout le temps.
On réfléchit à ce qu'on peut faire mieux constamment. Je vends quelque chose que j'utilise et auquel je crois à 100% et sur lequel je suis très fière de me dire qu'il y a des utilisateurs. On participe à un projet global d'amélioration de la santé. Enfin, c'est le kiff, quoi. Enfin, clairement. Tu sens que tu as atteint un niveau d'alignement plutôt pas mal. Ben ouais, on en avait parlé quand on s'était rencontrés la première fois, mais moi, ma patho, c'était aussi un choc parce que j'avais fait un burn-out où on m'avait dit, Axel, t'es complètement désaligné entre ton cerveau, ton cœur et ton corps. Et en fait, là, moi, je suis totalement alignée, quoi. Ouais. C'est le kiff. Trop bien. Et la dernière question sur cette partie, c'est comment est-ce que ton entourage vit ton aventure ? Alors, mon entourage vit très bien mon aventure. Mon entourage est dans mon aventure. Donc, ça, c'est cool. Mes parents le vivent super bien parce qu'ils voient que je m'éclate. En fait, ils sont beaucoup plus sereins depuis qu'ils savent que notre chiffre d'affaires récurrent paye nos charges. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, et que du coup, j'ai cette sérénité d'esprit. Moi, c'était vraiment mon objectif sur cette boîte. C'était, OK, je veux créer quelque chose, mais je veux que ça puisse perdurer et qu'on arrive à se financer et ne pas être dépendant de fonds, de subventions, etc. Donc, ça, c'est bon. Donc, eux, ils sont hyper sereins. Après, moi, je vis pas comme des millionnaires. J'ai pas une villa, j'ai pas un jet privé, j'ai pas un hélicoptère et c'est pas du tout mon kiff. Moi, vous me voyez le week-end, je suis en salopette et en t-shirt Snoopy, enfin voilà, et je m'habille pas avec des trucs de luxe. Enfin, donc moi, en fait, mon niveau de vie me convient parfaitement. Donc eux, ils voient que je suis heureuse, que je fais ce que je veux au quotidien. Après, mon conjoint, en fait, il entreprend avec moi, donc c'est hyper confort. On parle le même langage. D'être un couple d'entrepreneurs, c'est les moments où c'est down pour tous les deux. Où là, tu as un risque de te mettre encore plus bas. Mais ça va. Franchement, on arrive, quand lui, il a des dents, souvent, c'est pas les miens. Donc ça fonctionne bien. Et puis, en fait, on a l'intelligence de savoir si son down est plus down que le mien. Okay. Donc s'il est plus en bas que moi, même si moi je sens que ça va pas très bien, j'arrive à le soulever et à le remotiver, à parler d'autres choses. Donc ça, c'est cool. Mais oui, d'être avec quelqu'un qui comprend ses problématiques, qui comprend qu'en fait, quand il te reste, t'as plus d'argent sur le compte en banque, que tes clients ne payent pas, c'est compliqué, que c'est toi en premier qui sera pas payé. Enfin, ça m'est déjà arrivé de pas me verser mon salaire, mais je pense comme plein d'entrepreneurs parce que... Tous les entrepreneurs, je pense. Tous les entrepreneurs, on galère à être payés. Moi, si je passais tout le temps de relance client à chercher des clients, je pense que j'en aurais plus. Que tu dois payer tes salariés avant de te payer toi. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est cool d'avoir un entourage qui comprend. Et puis bon, mes amis, ils sont hyper contents pour moi, ils me soutiennent. Donc ouais, franchement, c'est hyper cool. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Allez. Avec les petites questions habituelles. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? J'ai vu que tu t'étais mis au sport. Ouais. Il faut absolument que je le fasse. Le running précisément. Mais... Alors moi, pas le running, pour sure, mais j'ai du Pilates réformeur. Ah ouais, tu mets la barre haute. Moi, je fais pas de Pilates réformeur. Mais je sais qu'il y a des personnes qui en font. Qu'est-ce que je fais pour aller bien ? Écoute, je vais chercher mon bébé tous les jours à 17h30. Rituel. Et je sors de chez moi, voilà, et je m'occupe de lui après. Je dis pas que je réponds pas à des mails sur mon téléphone pendant, voilà. Mais je suis avec lui et je coupe et ça c'est un équilibre. Donc je fais ça. Je pars régulièrement en vacances quand même. Dès que je sens que je suis fatiguée et que je me réveille fatiguée, je coupe. Tu changes de cadre ? Ouais, je change de cadre, je prends l'air, je vais à la mer, je pars en vacances. Bon, plus compliqué de déconnecter quand t'as un bébé en bas âge, mais je pense que ça ira mieux après. Et je sors, j'essaye. Ouais.
j'essaye de sortir le maximum, mais en fait, j'ai pas encore trouvé. Enfin, j'avais une routine hyper équilibrée avant d'avoir un enfant. Je t'avoue que là, c'est le chaos total. Ce qui est normal, je pense. Ah ouais, franchement. En fait, c'était marrant parce que j'avais rencontré une entrepreneur et j'avais dit ouais, je stresse à l'idée d'avoir un enfant. Elle m'a dit mais attends, Axel, tu gères une boîte, tu vas largement gérer. Franchement, gérer une boîte à côté de gérer un enfant, trop facile la boîte. Vraiment, je pourrais gérer, je pense, 10 boîtes que je galère de ouf avec mon gosse, mais parce que du coup, avant, j'avais des pauses dans la journée, je pouvais aller faire du sport. Le soir, j'en avais marre, je déconnectais, j'allais boire une bière et voilà, j'avais un gros break. Bon, là, globalement, il est à 9h à la crèche, je vais le chercher à 17h30. Mon temps est vraiment optimisé, j'arrête pas de la journée, il faut que je cravache parce que je me dis jamais que le soir, je vais me reconnecter. Ça va être tranquille. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut que je retrouve une routine de refaire du sport, mais finalement, tu vois, ça va. Ouais. Je vais retrouver mon équilibre. C'est quoi ton plus grand rêve? Waouh. Moi, ça va faire un peu cliché, mais moi, je rêve toujours d'un monde plus juste. Ce que tu es ne doit pas t'empêcher d'accéder à des choses dans ta vie. Que tu sois en situation de handicap ne doit pas t'empêcher de faire le métier que tu rêves. D'être malade d'avoir été malade quand tu étais petit ne doit pas t'empêcher d'ouvrir une boulangerie. Et en fait, qu'on considère que ce que tu es aujourd'hui ne doit jamais impacter ta capacité à entreprendre demain. Je rêve que tout le monde puisse trouver le meilleur expert et le meilleur traitement. Je rêve que on n'ait plus jamais à refuser une prise en charge d'assurance parce que t'as été malade à un moment dans ta vie ou tu l'es toujours. Ouais, globalement, je rêve d'un monde plus juste. J'aimerais bien m'attaquer à la green tech après la health tech. Moi, truc tout bête, j'étais en voyage au Kenya et en me baladant sur la plage, il y avait des microplastiques partout, des tongs, des brosses à dents. La plage, il y avait autant de sable que de microplastiques. Okay. Donc, ouais, franchement, je rêve d'un monde plus green, plus respectueux, qu'on puisse continuer à vivre sur la... Enfin, ça paraît hyper cliché, mais... ouais, non, mais c'est important. Moi, je vois un monde où on est de plus en plus malade et globalement, on rend malade par ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Qui sont partout. Donc, voilà. Globalement, on est en train de rendre la planète malade, mais en rendant la planète malade, on est nous-mêmes malades. Qu'aujourd'hui, notre mode de vie aussi nous rend malade. Donc, je rêve globalement d'un alignement où on prenne tous conscience que en prenant soin de soi et en prenant soin de sa maison qui est la planète, on arrivera à vivre en meilleure santé, dans un meilleur environnement et plus longtemps. C'est quoi ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, c'est que du jour au lendemain, j'ai tous mes clients qui arrêtent les contrats et qu'on reparte à zéro et que tout ce que j'ai fondé depuis des années et l'équilibre que j'ai aujourd'hui soit complètement remis en question. Après, on a un business model qui fait que, c'est peu probable, mais ouais, ma plus grande peur... C'est une vraie peur d'entrepreneur, ça. Ouais, c'est que tout s'arrête. Je sais pas, qu'il y a un changement législatif qui nous interdise de faire ce qu'on fait. J'ai moins peur pour moi, j'ai aucune peur pour moi à titre perso, mais j'ai peur de perdre l'équilibre et ma vie d'aujourd'hui que j'adore. Donc c'est de perdre ce que j'ai fondé depuis des années. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué ? Alors, autant te dire qu'avec un enfant, lire un livre, c'est un projet en soi. Donc, du coup, comme je donne cours à l'EM Lyon et que j'ai 4 heures de train pour aller donner cours, ma mère m'a offert le livre Marie Curie et ses filles. Okay. Parce qu'il faut savoir que la fille de Marie Curie était aussi prix Nobel. Et c'est un grand livre de féminisme du début 1900. Sur comment Marie Curie a élevé ses filles alors que Pierre Curie est mort subitement en tombant sous une calèche à 43 ans. Elle s'est retrouvée toute seule avec ses 2 filles en bas âge et comment elle les a élevées, il y avait les suffragettes aussi et toute cette mouvance en Angleterre. Okay. Et globalement, moi, j'ai l'impression d'être féministe aujourd'hui et je considère que je suis pas un homme ou une femme, je suis un humain.
qu'aujourd'hui, c'est ni un avantage ni un désavantage pour moi. En fait, c'est pas un sujet, mais qu'on vient de loin et qu'au final, en pensant comme ça, c'est déjà du féminisme. Ouais. Donc Ok. voilà. Donc ça me marque sur le fait que déjà, à l'époque de Marie Curie, malgré toutes les barrières qu'il y avait pour les femmes, il y avait quelques héroïnes qui ont voulu changer le monde, qui ont apporté énormément. Et pour moi, c'est un message d'espoir que, en fait, faut aller au-delà des barrières sociales, sexuelles, genrées, etc. D'y aller, d'ouvrir les portes, et c'est comme ça qu'on va marquer le monde de demain. On mettra la reco en description. Ouais. Marie Curie et ses filles. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué? Alors, j'ai regardé Nero. Bon, je vais pas dire que ça m'a marqué. Nero? Nero sur Netflix avec Ok, Pio Marmaille. Ah, À ok. part voir Pio Marmaille. Ouais, donc c'est pas une reco. Dernier film qui m'a marqué. Le dernier film qui m'a vraiment fait pleurer, c'est Monter l'Himalaya en tongs avec Audrey Lamy, qui a un enfant qui a un autisme sévère et du coup qui se bat pour contre les préjugés, pour que son enfant soit à l'école, soit pas déclassé, etc. Et j'ai retranscrit ce que je peux vivre avec mon fils, donc qui a aucune pathologie, mais déjà c'est difficile d'élever un enfant et de se battre pour qu'il ait le meilleur sans qu'il ait des pathologies. Mais là, avec des pathologies qui sont exclues, ça m'a carrément bouleversée et j'ai pleuré comme une madeleine. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait encore tellement de choses à faire et que je rêve de créer des écoles qui soient TDAH, 10 et TSA compatibles. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est troubles du déficit et d'hyperactivité, troubles du spectre autistique et tous les 10. Donc dyslexie, dyspraxie, etc., qui sont aujourd'hui complètement exclus. Et on a un système scolaire mainstream, donc qui n'est pas fait pour qui est pas fait pour les différences et les autres façons de grandir et d'apprendre. C'est un schéma particulier top-down et tout le monde doit s'y tenir, ou sinon vous êtes exclu du système. Et donc moi je rêve d'un monde où on a des écoles différentes avec des modes d'apprentissage différents et qu'on ne doit pas demander aux enfants qui ont ces différences d'apprentissage de juste avoir un page qui s'appelle l'AESH, la personne qui va venir une demi-journée avec vous pour combler et faire cette traduction, mais que l'école soit traduite pour les enfants et du coup de ne pas les exclure dès tout petits, ce qui aura un impact énorme quand ils seront plus grands. C'est clair. Voilà. Donc il y aura sûrement un sujet école dans quelques années. Oui. Ouais, j'espère que quelqu'un le fera d'ici là avant moi. Mais oui, je pense que de toute façon, la santé, l'éducation et l'environnement, c'est quand même des sujets des sujets de société. Donc, et il y a encore des inégalités. Ouais. Donc, il y a encore de la place pour l'entrepreneuriat impact. Exactement. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Tu m'as pas posé la question comment je peux avoir plus d'impact. Ça peut être une bonne question. Donc, comment je pourrais avoir plus d'impact, François? Donc, je pense que je pourrais avoir encore plus d'impact en investissant, en faisant que le groupe Human Care puisse investir dans les startups de demain. Okay. Parce que moi, j'avais effectivement des business angels qui croyaient en moi en tant que personne, mais qui connaissaient rien à mon business. Et donc, du coup, j'ai quand même... j'ai beaucoup fait par moi-même. Et aujourd'hui, j'ai un réseau hyper important. J'ai des personnes qui me font confiance. J'ai une légitimité. Et je pense que ça peut beaucoup apporter à des gens cette confiance et cette ouverture des réseaux. Et en fait, je ne crois pas à des systèmes où que tu peux avoir dans les incubateurs, où tu donnes du capital, où tu donnes du cash et on te redonne en retour. Moi, je pense qu'en mettant de l'argent dans un projet, ça montre qu'on y croit. Je vais m'investir, je vais faire tout pour que ça fructue et qu'il réussisse. Et donc, du coup, l'idée, ça serait que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est le prix Happy Patient, qu'on remet chaque année. Que je connais bien. Que tu connais bien. Donc, du coup, que via Happy Patient, on a une catégorie spécifique sur l'entrepreneuriat
à vocation pour les patients. Aujourd'hui, avec Happy Patient, on remet des prix à des patients qui impactent le monde. Bon, là, on se rend compte qu'il y a quand même très peu de patients qui arrivent à entreprendre et créer des boîtes. Donc du coup, mais déjà, on pourrait soutenir et investir dans des projets qui auront un impact pour les patients, même si c'est pas porté par des patients, et pouvoir les suivre et être là pour les aider. Parce que là, ce que je fais à mon niveau, c'est de conseiller et de renvoyer vers des fonds plus friendly et adaptés. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et j'adorerais pouvoir faire ça. Donc un rôle d'invest / advisor pour des entrepreneurs dans la santé, quoi. Et pas que d'ailleurs. Ouais, et puis pouvoir les aider sur le long terme depuis le début, les challenger sur le business model, sur le pricing, être là aussi quand ils ont des downs ou en fait quand ça va pas, c'est là où on compte sur les doigts de la main les personnes qui sont là. Ah c'est cliché hein, mais quand ça va, il y a plein de gens. Ouais, non, c'est clair. C'est hyper important. Quand c'est plus compliqué, il y a moins de personnes, donc de pouvoir être là, de pouvoir aussi permettre à mon équipe qui est géniale d'aider d'autres projets que le nôtre. Donc ça serait là, je pense qu'on aurait un impact significatif sur l'amélioration au service du patient. Ok, bah écoute, merci d'avoir rajouté cette question. Merci de me l'avoir posée, François. Avec grand plaisir. Là, c'est toi qui prends le rôle de host pour une seule question. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Qu'est-ce que toi, t'as mis en place pour avoir une meilleure santé? C'est tout récent, c'était en fin juillet. Je venais de passer 7 mois très difficiles, où vraiment j'arrive en juillet au fond du trou. Et je me dis, le changement, il doit venir de moi. Et je me dis que le meilleur impact, ça va être via le sport. Et je me suis lancé dans le running, dans la course. Et du coup, la course a eu un impact sur ma santé mentale et donc aussi connecté à ma santé physique. Et du coup, je cours 2 à 3 fois par semaine depuis le 28 juillet, tu vois. Et donc, c'est devenu une vraie routine. C'est-à-dire que maintenant, les jours où je cours pas, j'ai envie de courir. Donc, c'est très bizarre, tu vois, pour quelqu'un qui avant faisait pas de sport, n'avait jamais couru de sa vie, etc. Et même au point de m'inscrire à des courses avec des dossards, etc. Donc, tout est ultra connecté. Et du coup, depuis, je me sens beaucoup mieux, mentalement, physiquement, etc. C'est un impact de ouf. Et je suis pas prêt d'arrêter, tu vois. Vraiment, c'est quelque chose que j'intègre dans mon quotidien, tu vois. Et c'était quoi les indicateurs qui t'ont fait prendre conscience que t'étais down? Plein de trucs, problèmes de santé, surpoids, et un peu, enfin, tu vois, le fait de pas être bien, tu vois, de se dire, là, ça va pas, etc. Mais en fait, le fait de se dire ça va pas, enfin, ça vient aussi de toi, tu vois, entre guillemets. Donc, tous ces éléments-là, santé physique, mentale, etc. Et même sur ma montre, il y a un indicateur qui est la santé cardiovasculaire. Et alors qu'il y a un indicateur calculé avec pas mal d'éléments, etc. C'est fou ce qu'ils intègrent dans les montres maintenant. Et en fait, je voyais ma santé cardiovasculaire chuter au fil des mois. Je me disais, en fait, si je continue comme ça, ça va pas aller loin, tu vois. Donc, tout ça m'a motivé à me bouger et à changer les choses. Bravo, hein, parce que c'est pas facile de prendre conscience déjà et de trouver les clés, trouver un échappatoire. Ouais, c'est clair. Et je pensais pas y arriver, donc... Et t'as été soutenu par ton entourage? Bien sûr, évidemment. Et notamment ma copine. Oh, merci ta copine. Exactement. Et c'est elle qui a commencé à courir avant moi en plus, donc ça a joué. Et c'est elle aussi qui t'a motivé à partir, à aller courir? Je pense qu'à un moment donné, quand je l'ai vu partir courir plusieurs fois, je me suis dit, en fait, ce serait pas mal que je me bouge aussi, tu vois, et ça s'est fait naturellement, je pense. Donc, t'as suivi le mouvement de ton entourage. Ouais, je pense, ouais. Ça, c'est un bon conseil, je pense, pour les entrepreneurs qui sont dans le down, où on n'arrive pas à avoir la motivation intrinsèque pour bouger, de se dire, en fait, c'est comme dans le Tour de France. Il y a le peloton et on voit tous les mecs se mettre dans leur lignée. Parce qu'en fait, ils utilisent le mouvement et la vague et c'est comme ça si eux n'ont pas la force de pouvoir se mettre dans un mouvement d'un entourage. Donc, j'invite tous les entourages des entrepreneurs qui voient que les personnes sont en difficulté à les prendre dans leur mouvement, à essayer, et peut-être que l'entrepreneur va prendre la chose et agir comme ça, mais de lancer le premier mouvement d'un entrepreneur autour de vous, ça peut l'aider.
toute façon, l'entourage, c'est un des socles d'une aventure entrepreneuriale réussie, tu vois. Si t'as un c'est entourage full négatif, bah, ça peut aller très mal. Et si c'est positif, etc., et que c'est un booster, bah, ça peut t'amener loin, entre guillemets, donc c'est hyper important. Ah bah, big up à tous les entourages d'entrepreneurs, parce Ouais, qu'avoir un entrepreneur à la maison, c'est c'est clair. c'est de l'aidant Plus. d'entrepreneur, hein, ça Ouais, c'est clair. c'est clair. Il me reste 2 petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Ça, c'est un peu tu files ton pass d'invitation à quelqu'un. Oui, je te conseillerais en santé, Paul Louis qui a créé Better Eyes, qui a été racheté par Resilience. OK. Pour expliquer comment on se fait racheter. En fait, c'est dans santé, c'est rare, mais comment on se fait racheter, comment on intègre son bébé. Ça fait 10 ans qu'il Ouais, bossait pour Better Eyes. Comment ça s'est passé. Il est resté 3 ans après. Comment il a trouvé sa place et pourquoi il en est sorti et qu'est-ce qui. Je sais qu'il a recréé un projet, toujours en santé, donc ça c'est. on se refait pas. Voilà, mais je pense que c'est un très bon exemple, parce que souvent on se dit: «Ouais, je fais un projet santé, mais c'est quoi la finalité? C'est quoi les exits possibles?» Et lui, c'est un exemple d'exit, sur une des startups les mieux valorisées aujourd'hui en France, donc Ouais, hyper intéressant. trop bien. Bah, écoute, je me note la reco, ça peut être un très bon profil. Et dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, et d'ailleurs, je pense te l'avoir posée il y a 3 ans, mais ça va être intéressant de voir la différence de réponse. C'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui met son jus de cerveau à disposition, d'autres, et qui essaie de changer le monde. OK, Qu'importe, ça peut être, créer une nouvelle baguette, avec, voilà, tester une nouvelle recette, tester quelque chose et l'ouvrir, le mettre à disposition, du reste du monde. très bien. Bah, ce seront les mots de la fin. Ouais. Merci Axel pour ce 2e épisode ensemble. Merci beaucoup François de Et m'avoir invité, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un maximum d'impact? et que tu me réinvites dans 3 Ouais, ans, carrément. et qu'on ait investi dans plein de startups, on ait créé plein de business units, on soit worldwide et qu'on ait, des millions d'utilisateurs qui utilisent Mapato et qui bénéficient de nos assurances. Carrément, trop bien. Bah écoute, on mettra évidemment tous tes liens en description. Et puis, bah, à très vite. Ouais, merci François. Salut!